Merci d'accueillir Michael Micucci, qui est chargé de mission BIM chez BRL Ingénierie. Michael, bienvenue. Alors, on va changer de table et de micro. Hein, voilà, je fais attention. Voilà, ceux-ci sont nettoyés. Bonjour Michael. Donc, de quel projet allez-vous nous parler pourquoi le BIM a été utilisé sur ce projet? Et même chose, le retour d'expérience, c'est qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement. Vous voulez manipuler la présentation ou je peux faire le pouce-bouton sans problème? Bon, allez, je vous laisse faire. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, présentez aussi BRL Ingénierie, évidemment. Oui, Excusez-moi. ça fait partie du principe. Donc, bonjour, Michael Micucci, donc chargé de mission BIM chez BRL Ingénierie. Donc, BRL Ingénierie qui est rattaché à un groupe... Pardon. BRL Ingénierie qui est rattaché au groupe BRL, donc qui représente un modèle intégré de 4 métiers. Donc, on va retrouver les métiers de maîtrise d'ouvrage, en fait, où on va développer les aménagements hydrauliques. On a aussi un volet d'exploitation pour gérer les grands ouvrages de stockage, le transport d'eau, les microcentrales, les périmètres irrigués, les usines de potabilisation, distribution d'eau rurale et urbaine. On a un pôle ingénierie donc, auquel je suis rattaché, qui va s'occuper de tout ce qui touche à l'eau, l'environnement, la biodiversité, aménagement territorial en France et international, donc y compris grosses infrastructures maritimes et fluviales. Et on a un volet espace naturel pour la production végétale et l'entretien des espaces paysagers. Donc, pour donner un peu plus de précision sur BRL Ingénierie, on travaille, on va dire, majoritairement dans l'hémisphère sud. On a une petite partie de notre activité, on va dire, sur l'international. Et on travaille sur des secteurs clés qui sont l'eau agricole, la sécurité alimentaire, l'environnement, les ressources en eau, la gestion des risques, les infrastructures maritimes et urbaines, l'aménagement hydraulique et les équipements. Donc, tout ce qui touche à l'environnement de l'eau, en fait. Voilà, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est l'eau. Et là, on va aborder un des aspects spécifiques de vos secteurs d'activité. Oui, on va aborder le projet de reconstruction et d'allongement des écluses de Méricourt. Alors pourquoi j'ai choisi ce projet déjà? Avant de dire pourquoi le BIM, parce qu'on a eu un retour d'expérience précédent très intéressant et qui fait partie un peu des standards du BIM. C'est-à-dire c'est vraiment le modèle typique qu'on va retrouver sur un projet qui est réalisé en BIM. Et moi je me suis dit que ce serait intéressant d'arriver avec une nouvelle approche. C'est-à-dire de sortir un peu des sentiers battus et de présenter un projet sur lequel on a utilisé le BIM d'une façon un peu différente. Excusez-moi, je pense qu'au niveau de la distance on est bon. Donc pour vous présenter ces deux écluses, si on peut revenir à la diapo précédente, pardon. Donc on voit qu'il y a un barrage, on est sur Méricourt sur la Seine, hein, donc, avec une centrale hydroélectrique. On voit les deux écluses et une écluse désaffectée qui est juste à côté. Pas de souci. C'est bon. Donc, maître d'ouvrage. Donc, on a travaillé avec VNF qui nous a sollicité. C'est un ouvrage majeur pour le transport fluvial. On est sur la Seine, je le disais, à 60 km de Paris. On a un passage de plus de 250 bateaux par semaine, qui représente à peu près 30% du trafic fluvial national. Et on a deux écluses en fonctionnement, une de 160 mètres et une de 185 mètres de long. Actuellement, c'est une des plus grosses opérations de rénovation qui est engagée par VNF, pour un montant de 92 millions d'euros, et qui est cofinancée donc par VNF, l'Europe et la région Île-de-France. Donc ce projet représente tout d'abord un défi technique, avec une réalisation de travaux où on nous demande de ne pas interrompre le trafic, puisque c'est un lieu de passage clé, donc ça apporte beaucoup de contraintes. On est sur une reconstruction quasi intégrale, et on est sur une durée de travaux d'environ 4 ans, que nous avons démarré en juillet 2020. Donc je vous ai mis quelques photos pour illustrer là, du chantier qui a commencé, parce qu'on a un responsable de chez nous qui est à pied d'œuvre, il est content de passer 1 an à Méricourt. Et donc il m'a gentiment envoyé quelques photos des travaux en cours. Ce projet est porté par un groupement d'entreprises parce qu'on est dans le cadre d'un marché en conception-réalisation. Donc BRL Ingénierie, Bouygues, Vena et Strat.
Donc le BIM, pour qui? Comme je vous disais, on est dans un contexte un peu particulier, on n'a pas de demande, justement tout à l'heure on parlait de la maîtrise d'ouvrage et de l'idée d'associer en premier lieu la maîtrise d'ouvrage comme un initiateur en fait, comme un vecteur. Alors, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord, je pense que c'est important, mais je pense qu'il y a aussi une décision personnelle dans cette démarche, c'est-à-dire que le BIM, c'est pas juste une mode, c'est pas juste un concept, c'est quelque chose qu'on doit être capable d'utiliser, de comprendre, si c'est nécessaire. Donc là, spécifiquement, pour Méricourt, c'était un choix de BRLI. On a travaillé entre soi avec le BIM, mais comme on avait beaucoup d'intervenants, jusque de chez nous, hein, on a eu jusqu'à une vingtaine de personnes qui travaillaient sur ce projet, on s'est dit pourquoi pas intégrer le BIM dans ce processus de production. Pour quelle phase? Donc, sur ce marché de conception-réalisation, BRLI, nous on avait la partie donc, conception, pour l'AVP et pour le pro. Alors pour quelle raison? Quand on avait besoin de fluidifier nos échanges en fait. On avait beaucoup d'intervenants en local qui travaillent sur des supports et des logiciels différents. Donc on a eu ce besoin aussi d'améliorer l'interopérabilité logicielle. Et il fallait faciliter la réflexion et la lisibilité. Comme je vous disais, on est sur un projet à enjeu. Et donc le côté phasage et méthode était relativement important. Et cette conception d'un premier aspect, 3D, ça permet de faciliter la lecture du projet, mais en même temps de pouvoir désactiver un ouvrage qui va gêner partiellement la vision, permet de voir ce qui se passe dessous, sur un radier par exemple, des choses comme ça. Je vous ai mis une petite vue en 3D en noir et blanc qui est tirée de chez nos amis Allplan. On a aussi un besoin de faciliter l'édition des livrables. Comme je vous disais, on est sur une phase de conception. La conception, il ne suffit pas que quelqu'un imagine quelque chose et qu'un autre le pose sur un plan. C'est beaucoup plus complexe que ça en termes de workflow. Et du coup, on a beaucoup de livrables à éditer, rééditer. Donc il fallait qu'on maîtrise ce process pour gagner du temps en fait. Et dernier volet, faciliter la transmission aux entreprises qui vont gérer l'exé, donc en l'occurrence Bouygues. Alors, on a eu deux approches différentes, pour l'AVP et pour le pro. L'AVP, c'était on parlait de niveau BIM tout à l'heure, on est proche du niveau 0 là. On était sur un démarrage, on avait un peu de temps, c'est une chose assez rare qui mérite d'être soulignée. Donc on n'avait que 2 projeteurs qui travaillaient en simultané, un temps disponible, donc je disais, une vision en volume 3D, ça fait quand même, BRL n'a pas attendu le BIM pour faire de la 3D, et on n'a que 2 maquettes, en fait, une maquette existante, de l'existant, et une maquette du projet. Pour la phase pro, on a eu une contraction du temps, et donc on nous a demandé de mobiliser plus de ressources. Et c'est là qu'est intervenue la réflexion un peu plus poussée sur le BIM. Donc on a rajouté 2 projeteurs à notre équipe, qui en plus de ça ne travaillent pas et ne maîtrisent pas les mêmes logiciels, ce qui ne facilite pas la chose. Donc on a une vision en BIM, je mets un niveau 0.5 pour donner une idée. On n'est pas sur du vrai collaboratif niveau 2, pour la simple et bonne raison qu'on est entre soi, comme je disais, on travaille chez BRL en interne. Alors on a plusieurs modèles, on a plusieurs maquettes, on a plusieurs intervenants. Mais il n'y a pas besoin d'une convention ni d'un cahier des charges. On est entre nous, on a quelqu'un qui s'occupe du BIM, on a un chef de projet, on a un directeur de projet. Il y a des gens qui managent localement l'ensemble des équipes. Une unité de lieu aussi, ça Pardon ? compte. Une unité de lieu aussi. Oui, quasi compte, total pour le coup. Donc effectivement, quand il y a une question, on peut taper dans le bureau d'à côté. Voilà, on est sur une réactivité totale. Et donc, on a produit 5 maquettes pour la phase pro. Donc toujours celle de l'existant qu'on avait récupérée de l'AVP parce que fort heureusement il n'avait pas changé, et 4 maquettes projet. Donc on a un projeteur sur Revit qui s'est occupé lui du bâtiment de commande des écluses. On a un projeteur qui a géré la distribution des bollards et des bajoyers en fait, donc qui représentent les murs de l'écluse. On a un projeteur qui a géré les têtes amont et aval, et un autre projeteur qui a plutôt piloté l'intégration sur le MNT existant et son adaptation. Donc ce changement d'approche,
que j'ai déjà un peu détaillé finalement, vient d'abord d'un besoin. C'est-à-dire que notre réflexion, on ne s'est pas dit on va faire du BIM parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on sait faire ou parce qu'on a envie de s'y mettre. Soit dit en passant, c'est pas le premier projet qu'on fait en BIM, mais c'est le projet qu'on fait avec cette approche un peu des soldats, enfin, qui sort des sentiers battus. Donc, on avait d'abord un besoin. Il fallait améliorer la structuration des maquettes pour la phase pro, parce qu'on augmentait le nombre d'intervenants en simultané, parce qu'on travaillait sur des logiciels différents au niveau des projeteurs, donc Revit Allplan. Voilà, c'est pas toujours facile de communiquer, on parle tout le temps d'interopérabilité, donc il y a la théorie et puis il y a la réalité. Et un troisième objectif qui était d'éviter la ressaisie, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Typiquement, on a un service qui s'occupe de l'ingénierie structure, et on a un projeteur qui va modéliser le projet. Et on se rend compte qu'en fait, les deux dessinent la même chose, pour des objectifs différents, certes, mais les deux dessinent la même chose. Ça, typiquement, en termes de rentabilité et de réflexion de workflow, c'est problématique. Donc, on a essayé de réfléchir à ces sujets. Il fallait faciliter l'interopérabilité avec les logiciels de calcul, donc je dis, et accélérer l'édition des livrables. Donc, en parallèle de ça, parce que là, on parle des besoins pour cette phase pro, on a eu une montée en compétences BIM des équipes qui n'est pas liée finalement au projet de Méricourt. C'est parce qu'en parallèle, on a eu un plan de formation chez BRL pour faire monter en compétences les équipes sur Allplan, sur Revit, sur ANSYS aussi, je vais essayer de calcul. Et donc on a je dirais, employé une conduite du changement adaptée, parce que ça ne se fait pas tout seul la formation. C'est pas quelque chose, on passe pas 2 jours devant Revit et puis ça y est, on est expert. C'est pas du tout que ça marche. Malheureusement pour Allplan c'est pareil. Mais voilà, faut vraiment prendre en compte cette dimension de conduite du changement, parce que pour des gens qui n'ont jamais fait de BIM et qui viennent d'AutoCAD ou du Rotring pour les plus anciens, il y a quand même une réflexion et une approche. Ça ne se fait pas tout seul. Ça demande un investissement, ça demande un accompagnement et une implication de la hiérarchie. Donc pour vous donner une petite idée des logiciels qu'on a utilisés sur ce projet et du workflow, alors on a simplifié, hein. Mais en gros, on avait des fichiers sources. Donc AutoCAD, on a récupéré beaucoup de topos. Recap, parce qu'on a fait un nuage de points en fait pour récupérer la bathymétrie du projet. Donc ça, ce sont ce que j'appelle les sources, c'est-à-dire ce qui nous a servi à démarrer. Suite à ça, on a commencé à modéliser, donc avec 2 outils principaux qui sont Revit et Allplan, et Dynamo qui est un outil c'est pas de la programmation, enfin programmation visuelle on va dire, c'est de l'automatisation de tâches. C'est un outil qui permet de maîtriser Revit, j'ai envie de dire. Donc avec ces 3 supports, on a commencé à produire nos modèles, qu'on a exportés depuis Allplan vers Flow 3D par le format STL. Pour ceux qui connaissent, c'est le même format que les imprimantes 3D. Donc, parce que Flow 3D, il est un peu exigeant, il laisse pas trop de marge en entrée, donc STL ou rien. Et donc c'est un logiciel de calcul hydraulique. Pour la partie robot, donc on a récupéré la maquette Revit, je vous parlais tout à l'heure du bâtiment de commande. Donc on a transféré d'un robot, parce qu'il y a un modèle analytique en fait qui permet de faire les calculs. Et pourquoi j'ai mis Carea tout seul? Pour justement donner un peu le contre-exemple de pourquoi pas le BIM. En fait, Carea, c'est un logiciel qui permet de calculer des soutènements. Et typiquement, le BIM n'a aucun intérêt pour Carea. Donc il est tout seul dans sa bulle. Et ça va très bien comme ça. Il n'y a personne qui perd du temps et c'est efficace. Il n'y a pas de moyen de le faire fonctionner en BIM. En fait, la réflexion, elle n'est pas là. C'est comme si on pensait une coupe 2D. Après, il y a beaucoup de choses à compiler. Donc on a utilisé BIM Vision pour ce qui avait été exporté en IFC. J'ai envie de dire pourquoi BIM Vision? Parce qu'il est très léger et très rapide à l'ouverture. Et aussi Navisworks. Pourquoi? Parce qu'il prend plus de formats, notamment ceux de Recap nativement, pour les nuages de points. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, voilà, un petit aperçu des écluses avec le nuage de points, donc c'est issu de Recap. Donc bon, le nuancier de couleur, c'est juste pour donner un peu de relief à l'altimétrie, parce que en noir et blanc, ça rend pas trop.
Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a récupéré, ce qui nous a servi à modéliser en fait la déformée des bajoyers, c'est-à-dire la partie centrale, enfin, entre les deux murs. Donc toutes ces déformations qu'il fallait répercuter sur le modèle en réalité, parce que ça a un impact sur l'exécution. Donc voilà. Après, un petit exemple de workflow, typiquement, alors sur le PowerPoint, je n'ai pas détaillé, mais pour vous situer le contexte, on a un petit morceau de pale planche qui est dessiné, qui vient directement du catalogue ArcelorMittal, hein, pour ceux qui connaissent, qui fournit un très bon catalogue de ses produits au format Revit, enfin RFA. Donc, je ne sais pas s'il y a des projeteurs parmi nous, mais une grosse problématique qui nous est remontée de la part des équipes de projeteurs, c'est le temps qu'on passait à mettre en place des pales planches. Un module de 2 pales planches, ça doit faire 1m40. Le bajoyer, il doit y avoir entre 180 et 200 mètres de pales planches sur 4 tranches, plus les coupures perpendiculaires. Donc vous imaginez le nombre d'objets que ça fait à placer pour un projeteur. Alors oui, on peut répéter, il y a des outils de dessin, sauf qu'on avait beaucoup de choses à intégrer entre ces linéaires de pales planches. Donc on a utilisé un script. Pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, celui-là c'est la dernière version, celui qu'on a utilisé à l'époque de Méricourt était un petit peu plus léger. Mais ce script nous a permis en fait de disposer des linéaires de pales planches automatiquement, c'est-à-dire que ce qui prenait 1h30 à notre ami à modéliser était fait à peu près en je sais pas, 60 secondes. Donc c'est quand même effectivement rentable. Et donc, une fois qu'on avait lancé le script dans Revit, on retrouve tout est, je n'ai pas précisé, mais tout est géoréférencé, géolocalisé. C'est-à-dire qu'on a exporté en IFC ce qui avait été fait pour les bajoyers, enfin pour la partie pale planche, et on l'a réintégré dans le plan. Puisque le plan a un avantage majeur, c'est que quand il importe un IFC, il est capable de le transformer en volume 3D, et on peut le retoucher à souhait. Et ça, c'est pas rien. Donc là, un petit exemple du workflow. Vous allez me dire, il insiste sur le workflow, mais franchement, pour moi, c'est le début en fait, du BIM. C'est là que ça commence. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de communiquer avec les 2 logiciels qu'on a chez soi, ça va être compliqué de discuter avec plus de monde. Donc là, on a fait un transfert de Revit à robot. Donc, pour ceux qui connaissent la suite Autodesk, ça se fait pas tout seul, mais ça marche bien. C'est un petit bâtiment de commande, R+1, qui a été modélisé dans Revit par une projeteuse très douée, mais qui ne maîtrisait pas le côté analytique de Revit. Donc on a regardé ensemble comment améliorer ça. Et donc on a sorti un petit modèle que vous voyez en bas à gauche. Là, c'est la version analytique de ce que vous voyez juste au-dessus en 3D qui est dans Revit. Et on a exporté ça dans Robot. Ça nous a permis de faire nos calculs. Donc là, vous avez un plan, je pense que c'est les long green avec la descente de charge. Et en dessous, c'est toujours les long green avec les moments. Voilà. Donc voilà un peu l'idée, ça nous permet de dimensionner en fait l'ouvrage. Encore 2 minutes, si c'est possible, Michael. Oui, je suis désolé. Donc on va abréger. Donc là, un autre exemple de workflow. On est sur Allplan et Flow 3D. Donc je parlais de calcul hydraulique tout à l'heure. Donc depuis Allplan, on a exporté un fichier STL, donc, et qui nous a permis d'avoir un modèle qui fonctionne au niveau des calculs. Le modèle qui a été simplifié, parce que si on prend une géométrie détaillée dans ce type de logiciel de calcul, il va falloir attendre quelques semaines pour avoir un résultat, où il y aura beaucoup d'erreurs. Donc en fait, ce sont des géométries qui sont simplifiées avant d'être intégrées à Flow 3D. Donc là, un petit exemple de contrôle et de vision de l'aspect conception, c'est-à-dire quand on est en train de réfléchir, on sait qu'il faut refaire la tête du musoir aval, donc on se pose la question de savoir comment on va l'intégrer à l'existant, qu'est-ce qu'on a dessous. Donc c'est là tout l'intérêt. Donc sur la photo en haut à droite, vous voyez le modèle en vert, c'est l'existant. Et ce que vous voyez en noir, gris, blanc, c'est ce qu'on intègre en fait. Donc ça permet de voir tout de suite si on se raccorde bien, si on a des espaces, si on est bon sur les hauteurs, si on est bon sur les gabarits de navigation. Donc voilà, ça permet vraiment de comparer en fait et de voir l'intégration du projet au regard de l'existant. Donc il ne me reste plus qu'une minute.
Donc, bon, pour les avantages liés au BIM, on peut reconnaître que l'interopérabilité, quand elle est maîtrisée et contrôlée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça évite déjà la ressaisie et ça permet de communiquer facilement entre plusieurs logiciels. C'est une aide réelle, concrète à la conception. Et tout ça, ça représente un gain de temps et une fluidité de travail, une fluidité évidente. Pour les inconvénients, c'est un processus, quand il est vu globalement, qui peut être lourd à mettre en place. Maintenant, si on utilise un peu les besoins réels du projet et qu'on ne se fait pas tout un montage en se disant on va faire un truc énorme en BIM, on peut arriver à faire des choses simples et efficaces en fait, parce que quand même l'objectif de tout ça, c'est de voir un ouvrage qui sort de terre, c'est pas juste de voir une jolie maquette. Donc un autre inconvénient, c'est qu'il y a souvent trop de zèle de la part des acteurs autour du BIM. Ça vend un peu du rêve. Voilà. Quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le temps de formation des équipes. Et c'est un outil qui est très bien, mais qui peut être contre-productif s'il est mal géré, mal intégré au processus de production. Alors, j'avais mis quelques ouvertures. Alors, on ouvre une deuxième table ronde. Ouais, qui maîtrise vraiment le BIM? Qui maîtrise vraiment le sujet. On parlait du bâtiment qui est une expérience réelle. Et on a un vrai retour, on sait que ça fonctionne, on arrive juste à faire de l'exploitation en maintenance, chose à laquelle on réfléchit chez BRL puisqu'on a aussi ce volet d'exploitant. Donc qui maîtrise vraiment quoi? Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont sûrs de maîtriser ou pas? Je pense qu'on se pose tous la question. Et je voulais rappeler aussi qu'il ne fallait pas perdre de vue nos métiers. Parce que le BIM, c'est un support, c'est une méthodologie, c'est un outil, c'est ce qu'on veut, mais il ne faut pas oublier qu'on a tous des métiers en fait. Et que le BIM, c'est juste un moyen d'arriver aux exigences de nos métiers en fait. Voilà, ce n'est pas un métier. Non. BIM. Non. Ouais, pourtant, je suis chargé de on mission l'entend, BIM. ce message est important, on l'entend sur chaque étape quasiment. C'est au service des métiers et ça doit être aussi adapter le niveau. On parlait le niveau de détail, on parlait le niveau d'investissement BIM, doit aussi être adapté aux besoins du métier pour tel projet. Hein. Il y a Exactement. autant de BIM que de projets que de métiers finalement. C'est exactement ça. Pour moi, c'est un support. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On va passer aux éventuelles questions-réponses. Qui se lance? Qui se lance à l'eau? Il fallait que je la fasse. Hein. Elle m'est venue un peu tardivement, pardon. Oui. Alors, combien de temps entre la phase début, réalisation et livraison? C'est ça, hein, la question de... Alors, travaux, c'est 4 ans. Et conception, en années quelques-unes. Et en temps réel, je ne vais pas dire que ce n'est pas mesurable parce qu'on a des outils pour ça, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il faut savoir que dans ce type de conception, on peut bosser 3 semaines à plein fer sur un sujet et puis se dire qu'on est bloqué parce qu'on attend le rapport du géotech. Et donc en attendant, il se passe 2 mois et il faut revenir après sur le projet et puis on y repasse une semaine ou 10 jours. On fait beaucoup de salve comme ça. Donc c'est pas toujours évident d'ailleurs, et l'avantage du BIM, notamment pour ces sujets-là, c'est qu'il permet de se réapproprier rapidement le projet en fait, de se remettre dedans. Attendez, là, il n'y en a plus que pour 1 minute, c'est pas sympa, juste pendant le... Ah, vous n'avez pas le choix, pardon, excusez-moi. Ah, dis donc, hein, vous avez vu l'effet que vous faites hein? Non mais franchement, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pardon, excusez-moi, mais j'étais perturbé. Pardon? Alors là, on les a pas fait. L'armature, pardon, je répète pour tout le monde. Sur ce projet, on les a pas fait parce que l'exé, c'est Bouygues, donc c'est pour eux. Mais on l'a fait sur d'autres projets. Ouais. On a fait du ferraillage avec Allplan. Ouais. Alors, de l'exé, on en fait peu. Enfin, du plan d'exé, on en fait rarement. Mais on l'a eu fait et on sait le faire. Ouais. Oui, Thierry. L'entreprise, du coup, a utilisé la maquette et a suivi pour la phase exé, hein, c'est ça. Hein. Typiquement, alors, on a transmis le modèle avec les différents formats, IFC, DWG 3D, PDF, enfin tout ce que vous voulez, on a tout envoyé. Ils ont pris ce qu'ils ont bien voulu. Parce que comme je disais, on n'est pas sur un cahier des charges global où tout a été intégré, donc c'est une volonté de BRL. On leur fait cadeau de ça quelque part, parce qu'ils vont vraiment gagner du temps avec ce qu'ils vont récupérer de nous. Ce qui se passe en exé, typiquement, on a une réflexion là, sur les butons, ce qui maintient les bajoyers entre eux quand on vide. On a un petit problème de calage, on a dû mettre des cales et on s'est rendu compte qu'il y avait
il y a quelque chose qui était passé à l'as au niveau de... Donc là, justement, on a réintégré je suis en train de bosser dessus d'ailleurs en ce moment, réintégré le nuage de points, qu'on compare avec le rapport d'Ingéo, je crois, qui est sous-traitant chez nous et qui avait fait en fait les découpes de travées entre bajoyers. Et ça nous permet en fait de contrôler, de vérifier en exé. Ouais, c'est un support, hein, vraiment, c'est utile. Merci beaucoup, Michael Micucci. On peut vous remercier pour ce beau retour d'expérience. Alors je disais, j'ai pas fait le lien, mais l'ouvrage de départ datait du 19e, c'est pas ça? Non, c'est une autre. Ah, c'est une autre. Ah, je me suis planté, excusez-moi. Oui, je faisais le malin finalement. Hein. Comme quoi, des fois, il faut pas faire trop de zèle. Hein. Oui, exactement. Merci beaucoup, Michael Micucci. Merci.